Allez, on continue avec Jacques Bassier, qui est médecin nutritionniste. Et lui aussi, c'est un... Enfin, bon, non, il n'est pas si vieux que ça. Hein. Tu as dit quoi? Il n'est pas? Il n'est pas si vieux que ça. Aïe, aïe, aïe. Tu commences bien. Même s'il fait moins jeune que moi. Oh. Bon, c'est vraiment quelqu'un de très important en France. Il forme énormément de personnes. Et vous allez voir, je crois que ce qui va vous parler, c'est un musicien. Je le laisse parler. Je te remercie pour le musicien que je ne suis point. J'essaye d'avoir l'oreille musicale, c'est pas pareil. Et je vais essayer de vous montrer qu'il est important, quand on essaye de prendre en charge les gens dans la santé, de peut-être avoir et de développer cette oreille musicale. Mais tout d'abord, l'intérêt de passer un petit peu en retrait dans une journée comme nous vivons, très riche et passionnante, c'est qu'on entend des intervenants justement avec donc des phrases choc ou quoi. Et ce matin, Chantal et Laetitia, enfin, j'ai cru reconnaître, ou retenir en tout cas, sur la fin une phrase comme quoi on n'était pas seul sur le chemin, ou en tout cas qu'on ne devrait pas l'être. Et je vais juste profiter de justement ce chemin, mon chemin en tout cas. Il m'a permis aujourd'hui de rencontrer les ressources, Ahmed, Sandrine et toutes ces chevilles ouvrières de ressources qui sont fondamentales dans ce qu'on partage aujourd'hui et qui sont pour beaucoup de vous aussi fondamentales dans le parcours de vie que vous avez pu avoir. Jean-Loup, j'en parle pas. Jean-Loup, bien sûr, c'est celui qui a eu l'idée géniale de ressources. Jean-Loup, c'est un bâtisseur, c'est un faiseur d'événements. Et ce faiseur d'événements, aujourd'hui, il m'a donné une chance, c'est de rencontrer sur la même estrade, deux personnes qui ont été vraiment importantes pour moi. Et vous parliez de chemins. Alors, il y a les chemins de vie, il y a des chemins médicaux, il y a des chemins pour plein de choses de la vie. Et moi, en médecine, il y a des rencontres comme ça qui marquent. Et j'ai la chance, et je passe au milieu d'eux, vous vous rendez compte, j'ai la chance d'avoir ici deux personnes qui m'ont vraiment marqué et qui, pour vous, vous pouvez tout à fait un petit peu reprendre cette image dans vos vies personnelles. Vous avez rencontré des gens qui vous avaient marqué, qui avaient changé vos vies. Vincent Castronovo, il y a 25 ans maintenant, on en a parlé hier soir, j'étais déjà un petit peu mûr, mais quand même pas si mûr que ça. Vincent Castronovo, j'ai fait un stage avec lui, qu'il organisait pendant une semaine, et en sortant de ce stage, j'ai décidé de faire ce que je fais aujourd'hui. Donc, il y a des gens dans la vie qui vous donnent envie, et ces gens, ils sont rares. Donc je t'en remercie. Tu fais partie des rares personnes qui m'ont donné des envies pour changer ma vie professionnelle. Et la deuxième, c'est la jeune mademoiselle que vous venez de voir juste avant moi. Alors là, c'est un extraterrestre. C'est un extraterrestre que j'ai eu la chance de croiser, et pas de renverser, elle m'a renversé, que j'ai eu la chance de croiser maintenant une grosse dizaine d'années, et j'ai la chance de travailler avec elle très régulièrement. Et cette dame, au-delà de l'envie que j'avais eue au départ et qui a fait que j'ai continué à travailler pour grandir, elle m'a arrosé un petit peu. Elle a pris son petit arrosoir, comme elle a fait avec vous tout à l'heure. Elle a arrosé d'humanité, de gentillesse, de professionnalisme, bien sûr, de compétences. Et moi, elle m'a arrosé de scientifique, de sérieux médical, de référence, de s'accrocher quand même aux preuves, de choses comme ça, que j'avais probablement un petit peu moins auparavant. Et je voulais donc la remercier, parce que le petit arbrisseau que j'étais, il est toujours petit, mais en tout cas, il a grandi certainement grâce à elle. Donc, vous voyez, c'était l'occasion, et merci Jean-Loup, de me permettre enfin de le dire. Je le disais en aparté, mais Vincent, j'avais jamais eu l'occasion de te le dire. Et tu vois, comme quoi, les choses de la vie, les rencontres, et donc le chemin est vraiment bien fait des fois, et on ne le fait jamais seul. Je me surprends quand je parle des fois. Mon épouse, qui est par là, je crois, me dit que je parle trop. Mais des fois, je ne trouve pas. Alors, tu m'as traité de musicien ou je ne sais pas trop quoi. On va faire un petit jeu, si vous voulez. Je vais vous proposer de vous installer confortablement, et vous l'êtes déjà. Et je vais vous proposer de fermer les yeux et d'écouter ce petit morceau qui va suivre.
arrêter ce moment. Je suis désolé. J'avais prévu de le faire pendant 45 minutes, le temps de la présentation. Comme je suis un grand feignant, je me disais, ben tiens, allez, on va aller à l'essentiel, on va écouter ce morceau de musique. Alors, il s'est passé plein de choses, j'espère. J'espère que vous avez apprécié ce morceau du Requiem de Mozart, mais qui est très optimiste pourtant, malgré le nom. Et Mozart est divin, et vous avez certainement reconnu, enfin, l'interprétation était sublime, que ce soit des instrumentistes ou de la chorale. Et le titre de ma présentation, donc c'était, on va y venir, la symphonie des messagers. Alors c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est Jean-Loup qui m'a demandé un petit peu d'aller sur ce type de présentation-là, et ça rejoint un petit peu ce qui a été dit depuis ce matin quelque part. Cette symphonie de messagers, qu'est-ce qui s'est passé un petit peu quand vous avez écouté la musique? Je pense que vous êtes relaxé. Alors on va faire le lien, vous allez voir, on va s'amuser. Vous êtes relaxé dans votre fauteuil, et là, à ce moment-là, sans le savoir, il y avait des petits neurones comme ça, avec des petits neurotransmetteurs à l'intérieur, comme les GABA, qui sont des neurones inhibiteurs et qui vous apaisent, qui vous calment, qui se sont mis à fonctionner. Les GABA ont été surexprimés certainement à ce moment-là, et les conductions électriques sur les neurones GABAergiques sont allées vers des zones qui vous apaisent généralement. Si on reste dans la neurotransmission, probablement, la sérotonine dont a parlé tout à l'heure Pénélope, cette sérotonine, elle a été aussi activée sur certains neurones, et là, comme tu l'as dit, c'est l'airbag, mais au-delà de l'airbag, on dit que c'est le bonheur, c'est le bien-être, c'est la joie. Et ça vous a amené certainement une joie intérieure quand vous avez écouté ce morceau, grâce à monsieur l'instrument qui s'appelle sérotonine, et qui a permis d'activer ces voix qui vous ont apaisé. Si on regarde les hormones, donc j'ai fait de la part du cerveau avec de la neurotransmission, ou même on peut l'avoir dans la périphérie bien sûr, et si je regarde les neurones, vous avez entendu parler ce matin du cortisol, l'hormone du stress. Il n'y a pas qu'elle, bien sûr, mais c'est vrai, c'est l'hormone qui, dans les stress notamment chroniques, va être mobilisée pour pouvoir répondre aux dangers supposés, dangers vrais, dangers fictifs, mais dangers en tout cas. Et vous allez sécréter du cortisol par vos glandes surrénales, et d'autres cellules aussi qui sont capables de le faire, au-delà des surrénales, et vous allez sécréter ce cortisol pour pouvoir répondre aux dangers. Ben là, c'est bien sûr tout le contraire qui s'est passé. Cette musique divine vous a fait baisser votre taux de cortisol, vous a fait augmenter un petit peu en contrepoids, un petit peu de DHEA, qui est un peu le contraire du cortisol, qui est une hormone de réparation anabolisante, alors que le cortisol est une hormone catabolisante, c'est-à-dire qu'elle va aller chercher l'énergie dans les cellules et elle va récupérer pour répondre aux dangers. Donc ce cortisol a été probablement apaisé, l'ADHA probablement à ce moment-là un petit peu activé. L'IGF-1, dont vous a parlé Anne-Marie tout à l'heure, qui est sous contrôle d'une hormone de croissance, la growth hormone, l'hormone de croissance, a probablement été apaisé aussi dans ce moment-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en même temps, votre immunité a réagi à tout ça. Dans ce moment divin, ce moment de joie, d'extase pour certains, ça avait duré 45 minutes le concert, qui est une joie supérieure, qu'on appelle l'extase. Dans ce moment d'extase, peut-être, là, votre immunité, elle aurait aimé. Votre immunité anti-cancer, des cellules lymphocytes T cytotoxiques, par exemple, aurait été surexprimée, probablement. L'inflammation, alors que la musique a enflammé votre corps, en réalité, elle a été anti-inflammatoire, cette musique, chez vous. Parce que tous les petits messagers de notre immunité que nous allons voir tout à l'heure ont probablement été modulés dans un sens d'une anti-inflammation. Le propos de cette symphonie, cette explication, c'est qu'en médecine, on a un gros souci, bien sûr, ça se voulait bien sûr éducatif, didactique, mais on a eu le souci bien souvent de couper ce corps et cet esprit en morceaux pour en faire des spécialités avec des hauts niveaux de compétences. Mais on a oublié un petit peu que, bien sûr, on était un entier, on l'a vu hier, l'esprit, le corps, et que ces petits messagers-là, qui ne sont pas que de l'endocrinologie, de la neurologie ou de l'immunité, ces messagers fonctionnent ensemble. Et on les marie pour faire une symphonie des messagers. C'est ce qui s'est passé en écoutant Mozart tout à l'heure. Nous avons eu, quels que soient les moments de vie,
une musique particulière qui s'exprime en nous sous la forme de ces instruments que sont ces messagers, qui reprennent donc ce qu'on appelle le neuro-endocrino-immunitaire, cher à ce que tu as partagé avec nous ce matin, de Andersen, de David avec, ces gens qui ont déjà, il y a longtemps, commencé à réfléchir à comment fonctionnait le corps devant une agression comme le cancer. Le cancer, c'est un problème d'immunité a priori. Je veux dire, je vais me mettre à tolérer quelque chose qui est intolérable. Mais on voit bien, vous l'avez partagé avec le stress, qui est purement hormonal et aussi dans la tête neurotransmission, et vous avez vu que le stress a un impact sur l'immunité et va donc, bien sûr, pouvoir augmenter le risque de cancérisation. Que ce soit avant, que ce soit pendant, que ce soit après, ce qu'on appelle un primaire, un secondaire ou un tertiaire. Et donc on va essayer de regarder ensemble un petit peu cette symphonie messager. Alors, la rigueur que m'a appris Anne-Marie, je m'en excuse Anne-Marie, je ne vais pas du tout en faire. Mais alors, je l'ai mis dans le placard des oubliettes aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, j'avais envie de vous raconter une histoire. Donc, je me suis dit, tiens, allez, tu vas rassembler les quelques connaissances que tu as, tu vas essayer de les partager, et tu vas raconter donc une histoire. Donc, je vais vous raconter une histoire de ce que j'ai cru comprendre, de ce qu'on m'a enseigné. Ne vous inquiétez pas, j'ai essayé d'être très rigoureux, comme on me l'a appris, et donc je vous garantis que s'il n'y a aucune source, c'est a priori des choses sérieuses ce que je vous dis, et il n'y a rien du luberlu, ne vous inquiétez pas, même si je viens de Marseille. Nous sommes sérieux de temps en temps. Donc, on va voir un petit peu en détail cette symphonie des messagers. Et ça, pour moi, c'est quand même une part de la médecine intégrative. Donc ça veut dire que c'est une vision intégrée de tous ces systèmes qu'on a disloqués, qu'on a rendus séparés les uns des autres bien souvent. Et je pense que c'était quelque part l'idée de ma conclusion. Mais je pense que cette médecine intégrative, c'est ce que on devrait appeler la médecine générale. Et malheureusement, aujourd'hui, le médecin généraliste s'éloigne un petit peu de ce type de fonctionnement. Et il faut avoir l'espoir, garder l'espoir, qu'on revienne sur ces bases de connaissances, de compréhension du corps humain, et qu'on relie un petit peu tout ça. Parce que le but, nous, thérapeutes, c'est quand même d'analyser ce qui se passe, et donc les mauvais joueurs, pour pouvoir essayer de réharmoniser, de leur réapprendre à jouer si on peut, sachant que c'est vous les acteurs de tout ça, bien sûr, c'est vous qui êtes au centre des changements. Parce que pour apprendre à jouer différemment, il faut travailler et changer. Et donc, le médecin va pouvoir aider en partie par son discours, la motivation, les informations qu'il va donner et les thérapeutiques qu'il va pouvoir mettre en place. Mais c'est bien sûr le patient lui-même qui va changer et qui va faire ses gammes pour jouer mieux de son instrument, bien sûr. Enfin, jouer mieux ses partitions intérieures, en tout cas. Donc, c'est pour moi la vraie médecine intégrative, et l'oncologie intégrative, bien sûr, en fait partie. C'est-à-dire que ces notions de système de communication que sont les messagers, vous allez voir, il y en a d'autres, bien sûr. On résume à ça. Pourquoi on analyse ces messagers, on les met au devant? Parce que c'est des gros systèmes de communication, bien sûr. Mais qu'au-delà aussi, on peut des fois les mesurer, alors que certains autres messagers, dont je vais vous parler un petit peu tout à l'heure, on peut difficilement les mesurer, ou un peu moins bien, moins en pratique courante, donc on les oublie un petit peu. Donc on va s'arrêter à ce qu'on peut faire assez facilement, parce que quand on fait une expertise d'une situation, il est relativement, tout est relatif bien sûr, relativement facile d'essayer d'expertiser, c'est-à-dire faire un audit de santé, un audit des messagers. Donc c'est là que le médecin doit avoir l'oreille musicale, bien sûr. Alors moi aussi, j'ai l'illustratrice de Jean-Loup, je l'ai sollicitée, elle m'a fait ce joli petit schéma que j'adore. Or c'est la symphonie des messagers, et vous voyez, donc on pourrait dire que les instruments à cordes, c'est les hormones, on pourrait dire que l'immunité, c'est les instruments à vent, et que les neurotransmetteurs, c'est les percussions. Et derrière, on va voir apparaître justement tout un lot de petits messagers autres, donc on ne met pas en avant, mais voilà, c'est la complexité de cette communication. Et là, vous voyez apparaître des lipides bioactifs, que vous voyez donc là-haut, si je me sers de ça, les lipides bioactifs, alors c'est des noms barbares toujours, les prostaglandines, les leucotriènes, tout ce que vous voulez. Donc c'est des substances chimiques, des molécules
d'origine lipidique et qui vont intervenir comme messagers, notamment dans l'inflammation par exemple. Vous avez ici des facteurs de croissance, le VGEF, NGF, Nerves Growth Factor. Ça c'est pour dire que moi aussi je parle anglais quand même. Tous ceux qui sont passés avec moi, avant moi, faisaient à Marseille on dit les Gandolf, allez, je parle anglais. Non, je parle anglais aussi, vous savez. Et donc du coup, on a ces facteurs de croissance qui vont intervenir aussi comme messagers, donner l'ordre de croissance. On a vu IGF-1 qui est une hormone, insuline growth factor, mais voilà, c'est un autre facteur de croissance qui va apparaître, mais là, il y en a d'autres donc, qui vont agir au niveau neurologique notamment. Les seconds messagers, on les a vus apparaître sur des diapositives, l'AMP cyclique, le GMP cyclique. C'est des seconds messagers où, déjà, quand on a capté une réception, eh bien, on va refiler le relais à quelqu'un d'autre, à un second messager, qui, lui, va le redonner à un autre. Et c'est la fameuse cascade des kinases que j'ai appris avec Vincent. J'étais ressorti de là, je dis ouais, je comprends la cascade des kinases, ça y est, j'ai compris. Et donc les kinases, c'est des petites protéines qui vont s'activer au fur et à mesure qu'on donne l'ordre et on va passer le relais pour arriver au destinataire, avec des facteurs de transcription qui sont au milieu, le fameux NF-kappa B. On l'a vu aussi sur les diapositives, qui est un facteur de transcription qui, lui, en réalité, va se fixer sur les gènes et donner l'ordre aux gènes de lire, et on va pouvoir lire le contenu du gène avec donc des protéines pro-inflammatoires, anti-inflammatoires et tout ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'on a encore? On a l'épigénétique, on va voir un tout petit peu tout à l'heure, avec là, par exemple, on appelle ça des micro-ARN. Micro-ARN, c'est une part de l'épigénie. On a la méthylation, on a l'acétylation des histones, de l'ADN. Et on a les micro-ARN qui sont en réalité des messagers aussi. Ils vont nous permettre, grâce à l'environnement qui va pouvoir impacter sur notre ADN, va permettre une lecture aussi, un message qui va être transmis et lire. Et on a aussi les ions. Tiens, tout à l'heure, on parlait du sodium, du calcium, du potassium, je ne sais pas trop, mais il y a des petits canaux ioniques, il y a aussi donc ces ions qui vont passer d'un côté à l'autre, qui vont transmettre un signal, notamment au niveau des synapses, au niveau du cerveau, et c'est comme ça que l'électricité va pouvoir continuer sur le circuit. Donc vous voyez, c'est tout cet ensemble-là, en réalité, qui va composer la symphonie des messagers. Et la grande difficulté, bien sûr, ça va être de comprendre qui fonctionne mal. On va s'aider de l'histoire du patient et tous les renseignements qu'il va nous donner, bien sûr. On va s'aider de la clinique et des symptômes. Et on va s'aider de la biologie qui va nous donner aussi des petits marqueurs comme ça. Et tout ça, on le met dans la machine à laver qui est le cerveau. On va tourner dans tous les sens. Et on va essayer d'en trouver un diagnostic. Qui joue mal? Qui fait quoi? Comment ça se passe? Et l'art médical, quelque part, s'il existe, ça va être essayer justement de réorganiser cette musique qui joue mal, ces musiciens qui font des fausses notes, qui ne jouent plus en harmonie. Et c'est une porte d'accès, en tout cas, ces messagers, pour essayer de les rééquilibrer et de retrouver une harmonie, une homéostasie cellulaire, entre autres. Vous voyez, c'est toute la difficulté du côté médical. C'est-à-dire que si on est symptomatique, vous arrivez avec un symptôme, on le traite. Bon, oui, on va traiter un symptôme, mais on aura bien sûr, vous le savez comme moi, pas traité automatiquement la cause du symptôme. Et que derrière, pour traiter les causes en règle générale, il faut avoir l'oreille musicale. Et mettre tout ça sur la table, analyser avec les éléments qu'on a, et essayer d'imaginer une prise en charge. Tout ça va nous permettre, vous voyez, je reste dans la musique, de jouer ces symphonies des messagers, de jouer ce que j'appelle les partitions de la vie. Et ces partitions de la vie, c'est tout ce que l'on fait. Là, vous êtes en train de m'écouter avec attention, j'espère. Je regarde s'il y en a qui dorment. C'est pour ça que je change de ton des fois, c'est pour les réveiller. Ah, ça s'apprend, hein, attendez. Ah. Et du coup, ces partitions de la vie vont nous permettre de répondre à un danger, vont nous permettre de métaboliser, de procréer. Et chaque partition va avoir sa propre lignée comme ça, avec ces instrumentistes qui vont apparaître ou pas, jouer doucement ou pas. Et c'est ça qu'on doit essayer d'harmoniser et de comprendre. Alors, ces partitions de la vie, si on les résume, je me suis amusé à essayer de faire un petit peu, en résumé, des grandes partitions, des grands métabolismes, enfin des grandes partitions, c'est des grands livrets, on va appeler ça des livrets. Alors en vert, vous avez plutôt tout ce qui est dévolu aux hormones. Alors c'est pas que les autres ne vont pas jouer,
mais ça veut dire que les hormones ont un rôle important dans cette problématique. Or, c'est par exemple la différenciation sexuelle. Donc nos hormones vont permettre de donner des formes fort différentes chez l'homme et chez la femme, par exemple. La reproduction aussi, les hormones sexuelles vont participer à la reproduction, que ce soit pour faire des spermatozoïdes, pour faire des ovules. À un moment donné, avant qu'ils se rencontrent, il faut les fabriquer. C'est les hormones qui font ça, les hormones sexuelles. Le métabolisme dont on a déjà parlé, avec l'insuline, avec le glucagon, l'IGF-1, growth hormone et plein d'autres choses comme ça, vont jouer sur nos métabolismes, la thyroïde aussi. Et ces hormones thyroïdiennes vont avoir un rôle principal, c'est elles qu'on va mettre en avant dans la symphonie hormonale, dans ce morceau, cette partition qui s'appellera le métabolisme. Le stress, on l'a vu, on va avoir le cortisol, on va avoir la DHEA, on va avoir des hormones aussi, bien sûr, principalement qui vont apparaître. Toutes les catécholamines de type adrénaline, noradrénaline vont être aussi présentes. Mais vous verrez tout à l'heure, parce que j'ai quand même, au-delà de mon discours, j'ai essayé de montrer moi aussi 2 petits exemples pratiques de cette symphonie hormonale dans 2 cas bien particuliers qu'on rencontre en oncologie, entre autres. Et donc, vous verrez qu'il y a beaucoup d'autres choses qui vont être au niveau hormonal mis en action lors d'un stress, par exemple. La croissance et la réparation, c'est l'hormone de croissance, a priori, qui est plutôt active, avec aussi, lors de la réparation, ces hormones qui sont tout à fait importantes. Si on continue l'appétit, la digestion, vous savez que c'est quand même, on verra tout à l'heure, sur une slide, j'ai essayé de résumer ces 3 gros instrumentistes que sont l'immunité, l'hormonologie et la neurotransmission, et vous verrez que au niveau de l'appétit, de la digestion, c'est là où il y a le plus d'hormones. On n'en parle pourtant pas, on parle des glandes endocrines, des tissus endocrines dits primaires, et c'est au niveau du système digestif que nous avons le plus de fabrication hormonale pour pouvoir, entre autres, donc, harmoniser cette digestion et informer le corps que je viens de manger, que ça suffit maintenant, et ainsi de suite. Et ensuite, par exemple, l'adaptation à l'environnement. Il fait froid, il fait chaud, je fais du sport, et là, je vais mobiliser encore d'autres hormones. Donc vous voyez que suivant le propos, suivant le livret, je vais utiliser, bien sûr, et faire jouer plutôt certains instruments que d'autres. Si on continue, là j'ai mis juste une petite pastille avec l'immunité, mais bon, c'est évidemment plus complexe que ça. Mais si on doit retenir une seule chose de l'immunité, en réalité, ça gère le soi et le non-soi, point. C'est-à-dire, qu'est-ce que je tolère, qu'est-ce que je ne tolère pas. Des bactéries, enfin des microbes, non, c'est pas tolérable, il y en a des pathogènes, il y en a des gentils, on y viendra tout à l'heure, mais il y a des pathogènes, ceux-là, il faut les combattre. Notre immunité est chargée de ça. Vous avez l'immunité des allergènes, ceux qui dans l'environnement n'est pas tolérable, va faire que je vais devenir tout rouge, tout gonflé, et j'ai des systèmes de ces choses-là non tolérées qui vont me permettre de pouvoir mieux fonctionner. L'auto-immunité, donc en réalité on dit, c'est plus complexe que ça, mais souvent on donne cette soi et non-soi, on met 4 petites branches, dont l'infectieux, l'allergie, l'auto-immunité. C'est-à-dire que normalement, je suis censé me supporter. Il n'y a que ma femme qui ne me supporte pas. Mais moi, je suis censé me supporter. C'est ce qu'on appelle l'auto-immunité. Quand vous ne vous supportez plus, vous allez faire des anticorps contre vous. La thyroïde, le foie ou d'autres organes. Et ensuite, il y a la 4e branche qui est l'immunité anti-cancer. Il y a des cellules, mais ce n'est pas tolérable. Il faut les éliminer. Nous avons tous des cellules cancéreuses et nous sommes tous en train de lutter contre ces cellules cancéreuses grâce à notre immunité. Et nous réussissons, la plupart du temps, à les détruire ou à les faire dormir. De temps en temps, malheureusement, ça ne marche pas bien. Si on va vers le cerveau, la neurotransmission, transmission, traitement de l'information, donc j'apprends, j'écoute, je suis coordonné dans mes pensées, donc tout ce qui est régulation des fonctions corporelles, la température, ça passe par là où la température centrale, le degré aussi d'eau dans le corps, en partie certains aspects de la neurotransmission sont importants, tout ce qui est coordination motrice, tout ce qui est perception, conscience, émotion, tout ça, c'est le rôle dévolu à la neurotransmission qui se passe bien sûr plutôt de manière centrale au niveau cérébral, mais aussi de manière périphérique, en tout cas sur la motricité par exemple. Et donc c'est toutes ces partitions de la vie qui globalement vont mobiliser ces messagers. Et ces messagers, quand tout va bien, c'est merveilleux. Quand, comme tout à l'heure, j'espère, ce morceau de musique vous a mis en harmonie avec cette musique-là, vous avez été un temps probablement en très bonne santé. Les choses se gâchent parce que j'ai arrêté la musique. Et vous n'avez pas apprécié, j'espère. Alors, tous ces messagers-là, bien sûr, sont sous contrôle.
Alors, il y a des mots qui sont apparus déjà dans la matinée et cet après-midi. Or, j'aime bien un petit peu toujours cette image-là pour expliquer que moi j'ai connu l'époque du tout génétique. On a mis tous les espoirs dans la génétique, l'ADN, et donc à partir de là on pensait qu'on allait tout résoudre, le génie génétique et tout et tout. Après est apparu assez rapidement ce qu'on appelle l'épigénétique. C'est-à-dire, en réalité la génétique elle le propose, on dit l'environnement dispose. L'épigénétique, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que c'est les facteurs environnementaux qui vont pouvoir lire ou pas le code génétique. Donc, suivant ce que je fais, Pénélope, tu en as parlé avec le P53, la protéine qui supprime, suppresseur de tumeurs, ben, je vais pouvoir faire lire ou pas des choses qui sont bien pour moi, mais malheureusement, je lis des choses qui sont mauvaises pour moi aussi. Donc, l'épigénétique, c'est ça. Et après, on en a parlé aussi, c'est ce fameux monde qu'on découvre aujourd'hui, c'est les microbiotes, nos petites bactéries qui nous couvrent la peau, les muqueuses, le digestif bien sûr, et qui vont entrer aussi en communication avec tout le reste, et qui vont moduler un petit peu les réponses. Donc mes messagers ne sont pas insensibles à ça. La génétique, l'épigénétique va faire fabriquer ou pas, produire ou pas certaines hormones. Et donc tout ça, il va falloir que j'essaye de comprendre ce qui se passe. Donc vous comprenez que c'est extrêmement difficile. On a un petit cerveau, on doit mettre toutes ces données à l'intérieur, et on doit sortir de là quelque chose qui est une conduite à une thérapeutique ou des conseils ou des choses comme ça pour essayer de réharmoniser tout ça. Donc c'est vrai que c'est un métier difficile qu'on fait quand même. Avec la cellule, vous avez entendu parler d'inflammation, de stress oxydatif, donc tout ce qui fait la protection cellulaire, l'équilibre acido-basique, ainsi de suite. Et c'est tout ça qui tourne et qui interagit l'un avec l'autre pour essayer de faire fonctionner le corps en homéostasie, c'est-à-dire en essayant de trouver, après un déséquilibre, retrouver un équilibre derrière. Je suis ce que je mange. Depuis ce matin, vous avez quand même entendu que mes choix alimentaires étaient fondamentaux dans ce que je suis. Je ne suis pas que de l'alimentation, mais l'expression de mes gènes se fera par aussi une bonne alimentation pour pouvoir harmoniser tout ça. Donc je suis ce que je mange, en partie en tout cas, est tout à fait vrai, et on pourra faire ce qu'on veut. Si on mange, des fois je suis très grossier, je me suis retenu, si on mange mal, j'aurais dit autre chose. Évidemment que peut-être dans notre corps, il ressemblera à cette autre chose aussi. Donc du coup, voilà, c'est un petit peu un gros souci que l'on a, parce qu'on va se heurter d'un point de vue médical à la grosse machine de communication, d'industrialisation, et on a peu de poids, on est tout petit devant tout ça. On m'avait expliqué, il y a quelques années de ça, il y a au moins une dizaine d'années, 10-15 ans de ça, quand on prenait les deux majors américains qui étaient à l'époque, je crois Coca-Cola et Heinz, la famille Ketchup Heinz, qui ne font pas que du ketchup, ne vous inquiétez pas, quand on prenait le budget publicitaire de ces deux compagnies-là, c'était plus que le budget de santé publique américaine. C'est difficile de se faire entendre dans un discours de santé publique quand vous êtes matraqué par les autres discours tous les jours, toutes les 15 minutes sur la télé américaine, par exemple. Donc voilà, c'est des choses qui sont un petit peu compliquées, bien sûr. Le rapport des forces est difficile, et les discours qui se veulent plutôt meilleurs pour la santé sont malheureusement pas ceux que l'on entend, bien souvent, ou que l'on retient. Alors, on a des stimuli, on va avoir une partition pour répondre quelque part à ces stimuli-là. Alors les stimuli, tout ça pour adapter notre corps à ces stimuli. Alors les stimuli sont nombreux, simplement cette symphonie par exemple hormonale, symphonie de messager, pardon. Parce qu'au départ, je parlais de symphonie hormonale, après j'ai élargi mon esprit et j'ai mis plein de choses dedans. Donc voilà, mais cette symphonie des messagers, ben, elle est chargée de répondre, par exemple, au changement de température, quand j'ai chaud, quand j'ai froid, à mon métabolisme, quand je suis déshydraté, quand je fais du sport, quand j'aime ou que je veux procréer, quand je suis stressé, quand je suis attaqué par des infections. Ces stimuli-là vont m'obliger à réagir, et je vais réagir en utilisant, entre autres, ce système neuro-immuno-endocrinologique. D'accord ? À chaque action, je vais mobiliser des instruments particuliers, tout ça pour maintenir un équilibre qui est souvent instable. Et quand on appuie trop d'un côté avec des aliments ultra transformés, par exemple, évidemment que je vais nourrir les déséquilibres dont vous a parlé Anne-Marie juste avant moi.
Tout ça, donc, cet déséquilibre, je vais essayer de le compenser et d'y répondre par ce système neuro-immuno-endocrinien, et je vais essayer de retrouver l'équilibre autant que je peux. Et nous, comme thérapeutes, on doit essayer à aider à retrouver cet équilibre pour retrouver un état de santé, bien sûr. Et le cancer, c'est là-dedans. Le cancer, c'est des cellules anormales qui sont... Et comment moi je vais faire? Bien sûr qu'on va les tuer. La chimio, la chirurgie, la radiothérapie, l'immunothérapie d'ailleurs, tiens. L'hormonothérapie, tiens d'ailleurs. Vous allez voir que bien sûr, l'oncologie a compris quand même que c'était des portes d'accès fort intéressantes. Et donc nous avons des traitements aussi qui sont proposés lors de ces pathologies-là. Mais on va y venir tout à l'heure. Alors, juste, vous allez avoir 3 slides qui vont... J'ai essayé de résumer sur une slide l'hormono, l'immunité ou quoi. Donc ça, j'ai beaucoup réfléchi. Hein. Mais bon, c'est pas compliqué. Hein, j'ai eu de bons professeurs. Donc, quand on regardait les hormones, on avait l'habitude toujours de mettre en avant ce qu'on appelle les organes endocrines primaires. Donc, c'est au niveau cérébral, c'est l'hypothalamus, l'hypophyse et la glande pinéale pour la mélatonine. Et c'est ensuite la thyroïde, le thymus, les testicules, ovaires. C'est le placenta lors de la grossesse. Et c'est le pancréas, les surrénales, par exemple. Et ça, c'était les organes dits primaires. Primaires, pourquoi? Parce que c'est le rôle principal, quelque part, de ces organes. Ils sont chargés, en premier lieu, de fabriquer des hormones pour nous rendre adaptés à certaines situations. Et après, on a quand même classé, on a découvert au fur et à mesure des découvertes, ce qu'on appelle des organes endocrines secondaires. Secondaires, parce qu'ils n'ont pas que ça, bien sûr, ils n'ont pas que ce travail à faire, ils n'ont pas qu'à fabriquer des hormones, ils ont à digérer par les enzymes, quand on parle de l'intestin par exemple ou de l'estomac, ils ont à métaboliser le foie, mais on s'aperçoit aujourd'hui qu'ils fabriquent beaucoup d'hormones aussi. Donc ils ont la capacité de fabriquer des hormones, on le sait au niveau musculaire, au niveau de l'adipocyte, au niveau donc de l'estomac avec la gréline par exemple, qui va avoir un impact sérieux sur les métabolines et sur l'appétit par exemple. Donc voilà, il y a toute cette logique aussi où ce messager hormonal va être utilisé par des organes non primaires mais secondaires, et c'est là aujourd'hui qu'on s'aperçoit que c'est important. Par exemple, quand vous avez un cancer du sein hormonodépendant, et si après le traitement du cancer, vous prenez beaucoup de poids, vous risquez malheureusement, dans ces graisses, de fabriquer plus d'hormones. Il y a le petit enzyme qui sert à ça, qui s'appelle l'aromatase, qui est surexprimé, qui peut être surexprimé, et qui va donc vous donner une capacité à fabriquer des hormones dans les graisses. Alors que peut-être on vous a enlevé les ovaires, qu'on a fait je ne sais pas trop quoi, et que vous êtes même sous hormonothérapie. Il y a des échappements qui se font. L'hormonothérapie peut, bien sûr, et suivant le type d'hormonothérapie, on ne bloque pas la production des oestrogènes. On agit autrement, vous verrez sur les récepteurs. Donc du coup, suivant les situations, prendre du poids est un facteur très péjoratif en post-cancer du sein, quand il est hormonoréceptif, on va dire. Voilà, qu'il a des récepteurs hormonaux aux oestrogènes. Donc il ne faut pas prendre de poids parce que les adipocytes sont capables de faire des oestrogènes, par exemple. Donc voilà, toute cette connaissance-là va nous permettre de voir que certaines situations comme une prise de poids, ne serait-ce qu'à cause de l'adipocyte, va avoir un impact hormonal, par exemple. Ici, c'est quand je parlais avant, je m'amusais, je faisais des symphonies hormonales. Alors je m'étais amusé à faire ça, c'est artisanal, vous avez vu, hein, c'est pas aussi joli que la photo de la symphonie des messagers, mais c'était 70, je les ai comptés, il y en a bien 70 pour les très psychorigides. Et là, il y a 70 hormones qui ont été citées, et vous voyez ici, par exemple, l'hypothalamus, l'hypocrétine, la GnRH, le TRH, CRH, c'est des hormones hypothalamiques que vous voyez en bleu foncé, qui sont sécrétées. Il y en a d'autres, hein, bien sûr. Hein. Vous allez avoir ici des hormones hypophysaires, la growth hormone, la FSH-LH, c'est pour les gonades, pour les hormones sexuelles, la TSH pour la thyroïde, et ainsi de suite. Vous allez avoir ici des hormones qu'on a dans le pancréas, donc l'amyline, le glucagon et l'insuline, bien connus. On va avoir ici les hormones thyroïdiennes, on va avoir ici des hormones qu'on sécrète dans les adipocytes, la résistine, la leptine, l'adiponectine, ainsi de suite. Donc là, ça se passe dans l'estomac, enfin dans le tube digestif. Vous avez toutes ces hormones-là qui sont, vous voyez, comme je vous disais, que c'est le premier organe endocrine, c'est l'intestin.
enfin c'est le tube digestif, vous allez avoir ici donc toutes ces hormones qui sont sécrétées à ce niveau-là. On a les hormones de la sexualité en haut, œstradiol, œstrone, progestérone, œstriol, suivant les moments de la vie. Des hormones prégnolones, précurseurs de toutes les hormones stéroïdiennes, les androgènes ici, ainsi de suite. Cortisol, donc corticostéroïdes, l'aldostérone qui régule l'eau et le sel, en partie, et ainsi de suite. Donc vous avez toutes ces hormones-là qui vont se mettre en mouvement suivant les partitions de la vie. Et je vais faire du sport, je vais en sécréter, je vais en produire, je vais avoir froid, la thyroïde se met en branle, et nani, nanana. Et donc chaque fois, la partition nécessite une interprétation par certains musiciens hormonaux. Ici, c'est le mode de fonctionnement. On dit autocrine, paracrine, endocrine. C'est pas compliqué. Il y a le petit schéma qui vous explique. Autocrine, c'est quand je produis, la cellule produit l'hormone, et l'hormone sert localement. Il y a une réception de cette même cellule, de l'hormone qui est produite par la cellule. On le voit dans le cancer, par exemple. Le cancer du sein hormono-réceptif est capable de fabriquer, la cellule cancéreuse, de l'hormone de l'œstrogène et de réceptionner le signal, ce qui lui permet de proliférer. Il est vachement intelligent, hein ? Les hormones de manière paracrine, c'est je sécrète dans un organe et c'est les cellules d'à côté qui vont réceptionner le signal pour avoir une fonctionnalité. Et le mode endocrine, c'est je sécrète, je le libère de la circulation sanguine et ça va partir de manière systémique dans le corps. Et là où il y aura des récepteurs, la signalisation va se faire. Voilà, ça c'est le modèle du fonctionnement hormonal. Ça suit toujours cette logique-là. Autocrine, paracrine, endocrine. Derrière tout ça, ce qu'on doit peut-être connaître, c'est qu'il y a deux modes de fonctionnement de la réception du signal, suivant la nature des hormones. Quand les hormones sont lipophiles, dont les hormones stéroïdiennes sont fabriquées à partir du cholestérol, elles vont pouvoir passer cette fameuse bicouche phospholipidique, comme elles sont grasses, elles traversent le gras pour se retrouver dans le cytoplasme. Là, elles vont rencontrer un récepteur. Ce récepteur va se fixer, ou l'hormone va se fixer sur le récepteur, va pénétrer dans le noyau et venir se fixer sur la partie qu'elle va reconnaître au niveau de l'ADN pour pouvoir lire le message de l'ADN et produire la fonction voulue. Quand les hormones ne sont pas lipophiles, qu'elles sont hydrophiles, ne vont pas pouvoir passer cette barrière bicouche phospholipidique, barrière de graisse. Donc elles ont obligatoirement, sur ces barrières-là, sur ces cellules, elles ont des récepteurs. C'est des récepteurs qui vont, à ce niveau-là, capter le signal hormonal. Et là, c'est les protéines, les peptides, les acides aminés divers et variés qui vont fonctionner de cette manière-là. C'est là qu'on va avoir les fameux seconds messagers. C'est là qu'on va avoir des facteurs de transcription et des cascades de kinase qui vont activer. On se passe le relais d'une cellule à l'autre, on active, on passe le relais pour en finalité, bien sûr, arriver par ce facteur de transcription, venir se coller à l'ADN et lire le message qu'il y a. Donc vous voyez, ce n'est pas si compliqué que ça. Il y a deux gros modes de fonctionnement. C'est plus complexe en réalité, bien sûr, parce que ça, c'est ce qu'on appelle le fonctionnement génomique, la signalation génomique, et on sait aujourd'hui, en hormonologie, qu'il y a du non-génomique. Par exemple, les œstrogènes peuvent se fixer directement sur des neurones et avoir une action neuronale sans passer par ce système-là, ce qu'on appelle du non-génomique. On ne passe pas par le génome, par l'ADN. Il y a des actions directes, donc c'est complexe, mais globalement, si on doit retenir des choses, c'est ça. Après, ce que je n'ai pas marqué, c'est que tout ça doit être transporté, bien sûr, quand c'est dans les hormones dites endocrines, doivent être transportées dans le sang. Alors, quand c'est des protéines, ce n'est pas de problème. Elles sont libres, elles sont hydrophiles, elles sont transportées librement. Quand c'est des corps gras, donc quand c'est à base de cholestérol, les hormones stéroïdiennes, elles nécessitent des transporteurs. Et c'est là que la biologie, il faut être attentif. Moi, je m'insurge, j'adore la biologie, et ça m'embête quand je vois des bilans biologiques avec de la mesure de l'hormonologie sans la mesure des protéines de transport. Je ne comprends pas ce qu'on peut comprendre. Voilà, je ne comprends pas. Et malheureusement, c'est très fréquent. Donc vous voyez quand même le déficit de formation et de compréhension, y compris dans le corps médical, pour savoir comment ça fonctionne tout ça. Il faut savoir que ces hormones donc stéroïdiennes ont des transporteurs spécifiques. Il y a SHBG, Sex Binding Hormone Globulin. Ça transporte androgène, œstrogène. Vous avez la transcortine, le CBG, Cortico Binding Globulin. Ça transforme le cortisol, mais aussi la progestérone. Vous voyez, des transporteurs. Quand le transporteur est important, il y a peu de parties libres, ou ce qu'on appelle aussi biodisponibles, dont il y a moins d'action. Donc voilà,
C'est des choses comme ça qui sont importantes à comprendre, notamment le transport, et bien sûr ensuite l'élimination qui pose son nombre de problèmes, ce qu'on appelle la métabolisation, la désactivation et l'élimination, que certains appellent aussi la détoxification. Moi j'aime bien la métabolisation et l'élimination, tout ça, et on désactive. Le problème c'est que des fois on désactive mal et que le produit devient presque plus dangereux que celui dont il est issu. Mais toujours est-il que voilà, c'est un petit peu le fonctionnement général, il y a le transport et l'élimination qui manquent, mais avec ça vous avez tout compris, des fois mieux que certains médecins. Je vous promets. Parce que c'est quelque chose de complexe, mais ça, c'est la base du fonctionnement, mais c'est si je comprends ce fonctionnement que peut-être je peux proposer des solutions. Parce que mon évaluation va dépendre de ça, de cette compréhension, et peut-être j'évaluerai un petit peu mieux. Voilà. Mon audit sera de meilleure qualité. Passons à l'immunité. Alors, généralement, l'immunité, on l'a vu avec le Covid, hein, c'est compliqué. Hein. C'est vraiment compliqué. Si on veut faire très simple, on sait qu'on a l'immunité dite innée, où là, pour ça, on a des barrières. On a nos barrières, la peau, les muqueuses, qui sont la première ligne de défense et qui vont nous permettre donc de stopper certains intrus. Et derrière ces barrières-là, comme ce n'est pas suffisant, c'est vers 600 millions d'années qu'on a commencé à concevoir ces systèmes-là, on a développé des cellules, que vous voyez ici, les neutrophiles, les macrophages, les cellules dendritic natural killer, des mots merveilleux, qui sont des cellules non spécifiques, ça veut dire qu'elles ont quand même une certaine spécificité, mais elles sont chargées de phagocyter, c'est-à-dire de manger et de détruire les agresseurs s'ils ont passé la première barrière. Ensuite, on a des petits ganglions généralement. Vous savez, quand vous avez l'angine à la gorge, à peu près, on va bien vous palper les ganglions. Là. Ben, les ganglions, quand ils sont gonflés, douloureux, c'est qu'ils ont commencé à réagir. Donc, on est passé déjà de l'immunité innée et on est en train de passer vers ce qu'on appelle une immunité adaptative. Et ça se passe au niveau des ganglions. Ici, on a des petits lymphocytes T helpers naïfs. Et il y a des cellules de l'immunité innée qu'on appelle des présentatrices d'antigènes. Vous les voyez, ces petits récepteurs qui vont capter l'information de quel est l'agresseur. Et ces cellules vont se déplacer dans les ganglions, vont donner l'information à ces cellules naïves. Elles attendent que ça. Et de naïves, elles deviennent matures. Ça y est, j'ai compris qui agresse, je vais donner une défense spécifique vers ces agresseurs-là. Et donc, c'est l'immunité adaptative avec des systèmes complexes que je ne vais pas développer ici, avec des systèmes TH1, TH2, TH17 et des TH, il y en a plein, et des lympho. Et ça va activer certains types de cellules et ça va, comme vous le voyez là-haut, ensuite nous donner une mémoire dans le sang ou une mémoire dans les cellules. Et on va avoir la mémoire de l'agression. Ce qui veut dire que la prochaine fois, si l'agresseur se représente, je vais pouvoir répondre beaucoup plus efficacement et rapidement à cette nouvelle agression, parce que je sais, je l'ai déjà vu. C'est le principe de la vaccination, bien sûr. D'accord ? Donc, tout ça se passe ainsi. Et là, je vais faire plaisir quand même à Vincent et à Anne-Marie. Bien sûr, il y a l'inflammation. Parce que c'est leur dada tous les deux. Il y a l'inflammation, il faut de l'inflammation pour que tout ça fonctionne. S'il n'y a pas d'inflammation, les choses vont moins bien fonctionner. Alors, à minima, on a toujours de l'inflammation, on reste vigilant, notre système immunitaire nécessite tout cela, et bien sûr, on va augmenter l'inflammation quand les choses vont s'aggraver. Et c'est là que nos petits messagers apparaissent. Là, je vous ai parlé de cellules, mais les petits messagers, c'est quoi ? Mais ce que vous voyez apparaître en rouge ici. On va avoir des interférons, des TNF-alpha, des interleukines 1, 6 et d'autres, le 10, qui vont être plutôt inhibitrices ici ou excitatrices ici. Donc il va y avoir des messagers qui vont donner une information en inhibant, en stimulant, tout ça pour, en réalité, coordonner nos défenses. Avec le message, je reçois le bon message, je peux coordonner mes défenses pour pouvoir lutter efficacement. Alors, tout ça, il y a des choses aussi, les facteurs du complément, les monoamines, comme l'histamine par exemple, les eicosanoïdes, c'est des dérivés d'oméga 3 dont on a parlé, donc bien sûr je suis ce que je mange. Ben, si vous mangez de manière très inflammatoire par un apport de substances type par exemple oméga 6, un peu plus et vos proportions d'aliments sont plus oméga 6 que oméga 3 dans l'équilibre qu'il faudrait, qui est de 4 à 5 pour 1, dit-on, ben vous allez avoir une alimentation plutôt pro-inflammatoire parce que vous êtes ce que vous avez mangé. Et vos eicosanoïdes qui vont être fabriqués, enfin les prostaglandines, seront plutôt de type, malheureusement, de temps en temps pro-inflammatoire. Les NO, c'est un gaz
le monoxyde d'azote, qui agit aussi comme du signaling cellulaire avec les facteurs de complément. Et tout ça va coordonner la réponse inflammatoire et la réponse donc de cette immunité adaptative. Donc oui, c'est complexe. Je mets au défi les thérapeutes de savoir exactement avec quoi ils vont jouer. Alors, la médecine moderne a fait des progrès. On a des anticorps monoclonaux et aujourd'hui, on va bloquer le TNF-alpha, par exemple. On va bloquer l'interleukine 1. Donc, on va être spécifique sur un truc. Il y en a trop de produits, ça m'enflamme. Je le donne, ça le bloque. Je ne suis plus enflammé. Donc, c'est des sacrés progrès. Hein. Si vous avez un Crohn, une polyarthrite rhumatoïde ou quoi, ça vous change la vie. Hein. On éteint le feu quand même. Ce n'est pas suffisant, bien sûr. Le mode de vie et tout ce qu'on va aborder sont nécessaires derrière. Je regarde parce qu'il y a le maître du temps qui va me faire des gros yeux. Là, 15 minutes, ça va, c'est bon. Waouh. Je parle trop, hein, ma femme a raison. La neurotransmission, on se dépêche. J'ai mon système central, mon système périphérique de neurones. Globalement, dans le cerveau, c'est ça. J'ai ce qu'on appelle les cellules gliales et les neurones. Les neurones, vous les voyez ici, les synapses sont là. Il y a les neurones, je les ai perdus, gaines de myéline. Donc les neurones sont là-dedans. Et à côté, vous avez tout un lot de cellules. Les astrocytes, c'est les cellules de soutien qui amènent la nourriture, qui font différentes fonctions. Vous avez la microglie. La microglie, c'est les cellules de l'immunité, c'est des macrophages. Donc, c'est les cellules qui phagocytent et qui protègent le cerveau des agresseurs, par exemple. Et on a les oligodendrocytes qui sont chargés de faire les gaines de myéline, qui, grâce à elles, font que l'information va passer plus rapidement. Le courant électrique passe plus vite. Et globalement, si on voulait résumer, la neurotransmission, les neurotransmetteurs, il va falloir que donc l'information passe dans les neurones, ça se fait de synapse en synapse. C'est-à-dire qu'on va fabriquer dans les neurones des neurotransmetteurs, je les mets dans des vésicules, je vide les vésicules dans l'espace interneurones qu'on appelle intersynaptique. Et de l'autre côté, il y a des récepteurs qui attendent. Et si je largue dans l'espace intersynaptique ces neurotransmetteurs, ben je vais pouvoir réceptionner le signal. Et là, il y a des différences de potentiel, le courant qui passe. Et voilà, allez, c'est parti, mon information va jusqu'à mon cerveau et qui me dit, sois attentif et concentre-toi, Jacques, tu vas dire des bêtises sinon. Ça, c'est une partie de mon cerveau qui dit ça en ce moment. Voilà. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Après, on a des systèmes de régulation. On en a parlé ce matin avec les COMT, les catécholamines transférases, qui vont, une fois que le signal a été fait, qui vont essayer d'éliminer, de métaboliser le signaling du neurotransmetteur, ou les MAO, les monoamine oxydases, qui vont là aussi métaboliser. Et on a des recaptures de la sérotonine, par exemple. Et il y a des antidépresseurs comme la fluoxétine, le Prozac, qui sont des inhibiteurs de la recapture. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? On va bloquer ici la recapture pour garder le maximum de neurotransmetteurs dans la fente synaptique et que le message se continue. Et c'est comme ça que ce neurone-là va mieux fonctionner grâce à un antidépresseur sérotoninergique. D'accord? Donc vous voyez qu'il y a toutes ces connaissances-là. On s'en est servi bien sûr pour faire des médicaments qui servent quotidiennement. Là, vous savez qu'il y a plus d'une centaine de neurotransmetteurs qui ont été décrits. Là, vous en avez quelques-uns, les majeurs, l'acétylcholine, le glutamate, le GABA, les glycines, les catécholamines, noradrénaline, adrénaline et dopamine, l'histamine, ainsi de suite. Il y a des endocannabinoïdes, donc dérivés de cannabis, par exemple, en pratique, ou le monoxyde d'azote, qui sont aussi des neurotransmetteurs, et chacun, l'histamine avec, qui ont chacun leur fonction. Chaque neurotransmetteur va permettre de transmettre une information pour développer des fonctions. C'est comme ça, là aussi, que ça là, fonctionne. C'est de la transmission, c'est des messagers, donc. Et c'est ce qui se passe actuellement dans votre cerveau et dans le mien. Différemment, parce que là, vous êtes passif, vous m'écoutez, j'espère que vous me faites confiance, que vous êtes en confiance. Et vous, là, ici, ça, c'est une IRM par diffusion. Et on voit tous les neurotransmetteurs, suivant les couleurs, c'est un type de neurotransmetteur qui circule dans le cerveau en même temps et qui vont stimuler ou pas telle zone du cerveau. Par exemple, moi, j'ai besoin de concentration, j'ai besoin d'attention, d'aller chercher dans ma mémoire, dans mon petit temporal, des informations pour les reproduire là. Et tout ça fonctionne, il va me donner une image particulière à l'instant T de mon fonctionnement cérébral avec mes neurotransmetteurs qui sont actifs. Et vous, plus passif, vous aurez d'autres images que la mienne, bien sûr, si on la faisait tous les deux en même temps. Et c'est comme ça, globalement, je suis vraiment marseillais, je parle avec les mains, hein. Italien aussi, sicilien presque. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on va avoir ces trois gros systèmes de la neurotransmission, de l'immunité et de l'hormonologie qui vont fonctionner. Tout ça fonctionne ensemble et ça interagit, vous l'avez bien compris. Et on va voir quelques exemples d'interaction. Tout ça ne peut interagir
qu'à des niveaux de concentration particuliers, qu'à des niveaux de réception du message particuliers, et qu'à des niveaux qui dépendent aussi de votre état général ou de votre état cellulaire, stress oxydatif, ainsi de suite. Donc tout ça est complexe, bien sûr. D'où l'intérêt de mesurer tant qu'on peut par la biologie certains niveaux quand on peut, et par la clinique aussi, qui va nous mesurer une interprétation d'une fonction, notamment en psycho, évidemment, dans la tête. Alors là, je vous ai mis, par exemple, quelques exemples de fonctionnement, parce que ça, on l'a oublié, mais bon, on l'a oublié plus ou moins. Quelques exemples, c'est quoi? Si on parle de réception de messages, pour avoir une fonction, il faut un récepteur. Bon, on s'est aperçu que des récepteurs aux glucocorticoïdes, si on regarde le lien entre hormones et immunité, étaient présents sur les lymphocytes T et B que vous avez vus, de l'immunité dite adaptative, sur les macrophages et les cellules dendritiques de notre immunité innée. Donc s'il y a réception d'un signal, c'est qu'à certaines doses, il va y avoir une action stimulante ou inhibante. Voilà. Ben là, dans ce cas-là, les glucocorticoïdes sont plutôt immunosuppresseurs et on s'en sert en pratique quotidienne. Et bien sûr, anti-inflammatoires. Corticoïdes, vous avez mal à la gorge, vous prenez 2 jours de Soluprède, de la prénisolone, vous êtes content, vous avez moins mal à la gorge. Il y a moins d'inflammation. Donc, c'est des récepteurs qui vont permettre de jouer sur notre fonctionnement immunitaire, notre musique immunitaire. Si on prend les androgènes, c'est pareil, lymphocytes T, il y a les natural killers en plus, et eux sont plutôt immunosuppresseurs. Les androgènes, mesdames, vous avez des vertus, ou en tout cas vous avez une chance par rapport à nous, c'est que les oestrogènes sont plutôt immunostimulantes globalement. Ça pose des questions quand même, hein, parce que quand vous les avez plus, ces oestrogènes-là, aïe, 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 ça coince quelque part peut-être, à la ménopause, ou quand on vous les bloque, ainsi de suite. Et on pourrait continuer, je vais accélérer, vitamine D, parce que sinon j'ai plus que 9 minutes et le maître du temps va me crier. Mais vu Pénélope, le temps qu'elle a pris, je peux le prendre. Voilà, tant pis. Franchement, là, je me sens... j'ai aucune culpabilité. Non mais... Et donc, les récepteurs thyroïdiens, ainsi de suite, donc vous avez des fonctions, vous les retrouverez tranquillement ou quoi. Et on s'est aperçu, parce que ça va dans tous les sens, bien sûr, dans les deux sens, c'est que les cellules de l'immunité, comme les lymphocytes B, étaient capables de faire de la CTH, et qui étaient capables de faire des pétaendorphines. Les T, du TSH, apoliactine. Oh là 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 là, c'est quoi ce bordel? On ne m'avait pas dit ça, moi. Et comment je vais faire pour évaluer, là, aujourd'hui? Donc, le problème, c'est ça, c'est que trop d'informations tue l'information, et que notre petit cerveau, il a un peu de mal à faire la synthèse de tout ça. Voilà. Et c'est là tout l'art médical peut-être, ou les difficultés médicales. Et c'est là que ChatGPT va nous aider, ne vous inquiétez pas. Il va nous donner la réponse, grâce à l'IA. Et si je prends la neurotransmission et les hormones, j'ai le même problème. J'ai des récepteurs glucocorticoïdes sur l'hippocampe, sur le cortex préfrontal, sur l'amygdale, les émotions, sur les régions limbiques. Donc, du coup, le stress, la mémoire, l'émotion, la plasticité synaptique, cette capacité à faire des nouvelles connexions lors d'apprentissage, par exemple. La survie neuronale et l'excitabilité vont être touchées. Vous baignez dans le cortisol, mauvaise limonade. Hein. Vous brûlez vos neurones. On détruit des neurones et des connexions synaptiques quand on baigne dans un cortisol chroniquement. C'est le stress chronique dont Pénélope a parlé. Les androgènes, pareil, vont jouer sur certains trucs. La libido, l'humeur. On coupe les androgènes, aïou, la libido, elle n'est pas bonne. L'humeur, elle n'est pas bonne. C'est le monsieur vieillissant qui a ce qu'on appelle le Dala. C'est pas le Dalai Lama, hein, c'est pas la même chose, c'est le Dala. Quoique, lui, je pense qu'il est en plein. Hein. Et donc là, c'est quoi? C'est ce qu'on appelait avant l'andropause. Ce que nous, on ne se pose pas, on ne se repose jamais les hommes, nous, par rapport aux femmes. Et donc, là, c'est la fatigue qui me gagne, je commence à dire n'importe quoi. Et donc, vous allez voir que quand nous, on baisse un petit peu nos hormones, ben, on va avoir au niveau de nos fonctions cérébrales supérieures des petits problèmes et ça va moins bien fonctionner. Et les mesdames, malheureusement, c'est pareil. L'hippocampe, l'hypothalamus, l'amygdale, le cortex préfrontal, c'est les cognitions, les pensées, faire plusieurs choses en même temps. Nous, ça, on ne sait pas faire. Vous êtes des merveilles. Sur la douleur, sur l'humeur, sur la régulation thermique, les bouffées de chaleur quand arrive la ménopause ou l'hormonothérapie, la plasticité neuronale, la croissance synaptique, tout ça est touché. Si moi je l'ai en tête, dans une consultation, je comprends mieux ce qui se passe. Si je n'ai pas ça en tête, je ne comprends pas la symptomatologie des gens, ou je risque en tout cas de passer à côté de ce qui peut être important. Et pareil pour la leptine, qui est une hormone fabriquée par les adipocytes, qui a des récepteurs sur la régulation de l'appétit, de l'énergie, c'est normal, mais aussi sur la plasticité synaptique. C'est-à-dire que quand vous sécrétez trop de leptine, parce que vous êtes
trop gros, si vous avez de la résistance à la leptine, vous faites plein de leptine, ça agit aussi sur votre cerveau, sur la capacité de faire des nouvelles connexions synaptiques. Vous vous rendez compte jusqu'où ça va? Ce n'est pas que l'inflammation, c'est des propres messageries qui fonctionnent comme ça. Et on s'est aperçu que des neurohormones étaient fabriquées au niveau du cerveau. On le savait dans l'hypothalamus et dans l'hypophyse, mais on a surtout ces neurostéroïdes qu'on découvre aujourd'hui, comme la prégnénolone, comme la DHEA, qui sont très importantes. On pensait que c'était que des précurseurs. Non, il y a un rôle propre avec des propres récepteurs génomiques, non génomiques. S'il y a des récepteurs, il y a une fonction. Il faut une certaine dose, mais il y a des fonctions. Et ça, on ne nous l'avait pas toujours dit. Et du coup, on a tout ça. Et on sait aujourd'hui que ces neurostéroïdes sont vachement importants, notamment au niveau de l'hippocampe, pour tout ce qui est mémoire court terme, attention, capacité d'apprentissage. Et si donc on va les regarder, si on s'y intéresse, peut-être on pourra trouver des solutions aussi si on en manque, par exemple. Je continue mon propos. Les quelques exemples sur l'immunité neurotransmission, c'est pareil, des récepteurs à certains messagers immunitaires, interleukine 1, 6, TNF-alpha ou FR, vous allez les retrouver au niveau de certaines zones du cerveau. Et ça veut dire que quand ils sont en grande quantité, comme les TNF-alpha lors d'une maladie auto-immune par exemple, ils ne sont pas que localisés dans votre genou ou dans votre tube digestif pour un Crohn, ils vont aller au niveau du cerveau aussi, et ils vont impacter les TNF-alpha, ils vont faire de la neuroinflammation, de la plasticité synaptique qui va être amoindrie. Les interférons, par exemple, on le connaît en médecine. On a des thérapeutiques qui sont basées sur les interférons pour l'hépatite C. On sait que ça donne des dépressions. Et regardez, quand vous regardez les récepteurs, ils sont dans les cellules gliales et certains neurones, et notamment l'hippocampe, et on sait que ça joue sur la régulation de l'humeur, suivant les quantités, bien sûr. Et c'est tout ça qui va bouillonner et qui va faire notre adaptation ou pas. Neurones, microglies sont capables de faire des cytokines, des chimiokines, c'est donc les interleukines, TNF-alpha ou quoi, et les astrocytes et les cellules de soutien sont capables de tout faire, des facteurs de croissance et de nourrir le neurone, et ainsi de suite. Et c'est tout ça, encore une fois, qui va nous permettre de faire cette musique. J'ai vraiment du retard, 10 minutes j'aurai, je suis désolé. Ça va? C'est bon. Vous n'avez pas trop faim, soif? Non? On y va alors. 80% des cancers du sein expriment des récepteurs hormonaux, RE+, notamment, donc des récepteurs à œstrogènes. Ça, c'est un problème. Alors, bien sûr, on a trouvé une solution, on fait de l'hormonothérapie, c'est normal. Alors, l'hormonothérapie, on a, avant la ménopause, les fameux SERM. SERM, c'est tamoxifène, par exemple. On a des anti-aromatases plutôt après. Maintenant, bon, on a des protocoles forts divers et on peut tout faire. Voilà. Et donc là, on a Femara, Arimidex et tout ça qui vont bloquer la fabrication de l'hormone. Le récepteur, c'est différent. Le tamoxifène, il va se fixer, cette molécule synthétique va se fixer sur le récepteur et l'œstrogène ne peut pas agir. Donc je prends la place, je ne peux pas agir. L'autre, je ne fabrique pas d'œstrogène. Donc c'est deux abords différents, bien sûr. Et après, on a ce qu'on appelle des castrations, c'est pas joli comme terme, chirurgicales, chimiques. Et on va bloquer la fabrication un peu plus haute ou localement au niveau des tissus périphériques pour ne plus fabriquer. J'enlève les ovaires, je ne fais pas ce qui était fabriqué par les ovaires, évidemment. Donc voilà, c'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Alors il y a une chose qui est importante, c'est la vraie pratique. Et moi, je le vois au cabinet, et j'en loue encore plus que moi. C'est qu'une étude Canto, comme ça, qui a regardé un petit peu le cancer toxicity, c'est la seule étude que je vous ai marquée, montre que, a priori, il semblerait qu'une femme sur 3 abandonne son traitement avant la fin de traitement, qui est quand même reconnu comme étant intéressant quand on l'a la plupart du temps. Et malheureusement, donc, elles ont beau savoir, comme vous disiez ce matin, que c'était dangereux, ou ben non, elles s'en foutent, leur qualité de vie est tellement pour elles, ou leur peur, médiocre, en tout cas leur qualité de vie, qu'une femme sur 3 va abandonner. Le pire, c'est comme elles sont dans la culpabilité, évidemment, 50% des femmes ne leur disent pas à leur médecin, de celles qui arrêtent. Et 16% le font, même dès les premiers 6 mois, elles vont l'arrêter. Donc on voit que les chiffres, l'hormonothérapie qui se veut bien sûr aider, n'est pas toujours bien vécue. Alors pourquoi ? Pourquoi? Parce que ça a des effets, bouffées de chaleur, des douleurs, tout ce que vous voulez. Ça a des effets quand même dans un confort de vie, du quotidien, là, maintenant. Pas dans 10 ans, maintenant, ma vie, elle est pourrie des fois. Ou certaines le vivent comme ça. Donc ça, c'est pour les SERM. Quand on prend les effets des SERD, c'est un peu la même chose. Quand on prend les effets des anti-aromatases, on va avoir des douleurs musculaires, articulaires, des bouffées de chaleur, enfin plein de choses comme ça aussi, qui vont faire que le quotidien va être, malgré le fait que le médecin vous a certifié que c'était franchement important. La réalité de votre musique, de vos messagers, ou de ce messager-là, qui est l'œstrogène, quand on le bloque, ça fout un bordel dans la musique. Voilà. Et c'est pas du tout agréable, et c'est très inconfortable à l'oreille.
Et donc, on va avoir des effets indésirables aussi sur les thérapeutiques. Donc, pourquoi tout ça? Mais parce que vous avez compris que ça agissait de manière diverse. Alors, ça, c'est ce que j'ai repris de tout à l'heure, mais c'est ça qui est intéressant, quelque part. Alors, c'est hypothermisant, l'œstrogène. Si vous bloquez l'œstrogène, ben, la régulation thermique se fait moins bien, d'où les bouffées de chaleur, par exemple. Ça va stimuler les ostéoblastes et les fibroblastes. Ça fabrique l'os ou ça fabrique la peau, par exemple, les fibroblastes. Si vous bloquez ça, ou en tout cas si vous le minimisez, évidemment que l'os n'aime pas, et évidemment que la peau, elle n'aime pas. C'est des réalités. Et vous allez sentir l'effet du traitement sur votre peau, sur vos os, avec des risques d'ostéoporose. Ça augmente la sensibilité à l'insuline. Ça, c'est quand ça fonctionne, si on le bloque. Ben, ça augmente la résistance à l'insuline. Augmentation, prise de poids, inflammation. Donc des fois, l'hormonothérapie a des effets négatifs aussi qui vont augmenter le risque de cancer. Donc, et c'est toutes ces choses-là qu'on doit essayer d'accompagner quand on est thérapeute pour voir, lors d'une hormonothérapie, comment on doit essayer d'aider les gens. Donc vous voyez, c'est pas simple et mon temps est fini normalement. Donc, les deux dernières, c'est la plasticité neuronale et la réponse immunitaire, on l'avait vu tout à l'heure. Donc c'est l'action, donc les interactions que l'on a à ce niveau-là. Deuxième exemple, c'était le stress que je voulais vous donner. Le stress, on en a parlé tout à l'heure, on a des réponses immédiates, on a des réponses donc, qui peuvent être bénéfiques. On a le stress aigu épisodique, attention, quand on l'a trop fréquemment, ça peut être gênant, et le stress chronique, c'est un tueur. On n'est pas fait pour avoir la lumière toujours éclairée, point. On doit éteindre la lumière, c'est pas Versailles ici. On sort, on éteint. On doit avoir des moments d'accalmie, de pause. Ben, trop souvent dans nos vies, on n'a pas ça. Vous avez vu qu'il y avait ces trois phases, là, Cellier qui nous a dit que lors d'un stresseur, il y a la phase d'alarme, de résistance, épuisement. Donc on en a parlé ce matin, je passe vite. Simplement, je me suis amusé à faire cette petite illustration où vous voyez que lors d'une phase de résistance, c'est principalement le cortisol qui va être énormément sécrété, la DHA aussi qui va essayer de faire le contrepoids, la growth hormone beaucoup, la prolactine aussi. Enfin voilà, par exemple, moi je me sers du dosage de prolactine pour voir si la phase de stress est dans une phase de résistance et ainsi de suite. Et on va voir pareil au niveau de la neurotransmission. Pénélope vous l'a dit, on va activer dans un premier temps les voies dopaminergiques, sérotoninergiques, le glutamate, plein de choses comme ça. J'ai dit mis moins, plus. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un certain temps, ça ne marche plus. Je ne suis pas encore dans l'épuisement. Et quand je suis dans l'épuisement, tout ça ne marche plus. Là, on est dans le moins des fois quand on arrive à des phases de burn-out. Le burn-out, il fait peur. Hein. Vous voyez un bilan immuno-neuro-endocrinien, c'est effrayant en burn-out. Les affaissements de nos valeurs biologiques sont catastrophiques. Et si on regarde l'immunité, déjà dans une phase, bien sûr, de résistance, on a une inflammation chronique moins importante que si je suis dans la phase d'épuisement, où là, mon système inflammatoire est non contrôlé, et je vais avoir une atteinte de mon immunité innée, un peu plus de l'acquise encore dans la phase de résistance, et globalement une grande immunosuppression quand je suis en phase dite d'épuisement. Donc vous voyez, tout ça a du sens, suivant mon statut, suivant où je suis, suivant mon histoire de vie, suivant mon moment de vie, l'évaluation va nous permettre du coup de pouvoir peut-être proposer des traitements divers. Donc le stress, le cortisol, vous avez ici les effets du cortisol, vous l'aurez donc sur la présentation, qui augmente la glycémie, qui augmente la pression artérielle, qui inhibe l'immunité et qui est anti-inflammatoire. Et au niveau central, vous avez ces effets-là, avec même le cortisol qui peut donner des hypothyroïdies fonctionnelles. Le cortisol, c'est la guerre. Quand vous avez la guerre, vous faites de la survie, vous mettez plein de choses non indispensables au repos, comme la procréation. Je pense qu'en ce moment, en Israël et en Palestine, il y a plein de femmes qui n'ont plus de règles, qui pourraient en avoir, mais par la situation de guerre, ce n'est pas le moment de faire des enfants. FSH, LH dans les chaussettes, cortisol au maximum. En Ukraine, pareil. Donc voilà, la vie fonctionne comme ça. Je mets mes priorités quand je suis dans un danger fort. Il y a des fonctions qui sont moins sollicitées et le cortisol joue ça. Je suis en danger, j'ai du cortisol, ma thyroïde, mes hormones gonadiques, donc de la sexualité, perte de fonctionnalité. Ce n'est pas le moment. D'accord? Donc on va avoir des symptômes. Une femme qui arrive sans ses règles depuis 6 mois. Et tati, tatata. Au total, il va falloir encourager un mode de vie sain, je ne vais pas vous le répéter. C'est quoi un mode de vie sain? Bien sûr qu'il y a l'alimentation, il faut prendre que de l'ultra transformé. S'il y a des rires, c'est que vous avez suivi, c'est bien, je suis content.
Il faut dormir. Tu en as parlé. Il n'y a pas de surentraînement, il y a de la sous-récupération, c'est tout. On est capable de faire des trucs dans la journée incroyables si je récupère, donc si je dors. Le sommeil, 1/3 de notre temps de notre vie, on passe à dormir, en moyenne. On a intérêt à bien dormir, sinon ça ne va pas. On n'a pas parlé d'activité physique. Jean-Loup, qu'est-ce que tu nous as fait, là? T'as fait aucun truc, là. C'est quoi, cette histoire, là? C'est le meilleur des médicaments. C'est quoi? Non, voilà, l'activité physique, c'est fondamental. C'est un anti-inflammatoire, c'est un anti-stress, c'est un anti-tout ce que vous voulez. Et donc, du coup, on a tout à fait intérêt à instiller dans nos vies un minimum d'activité physique et de lutter contre la sédentarité. Là, vous êtes sédentaire, assis. Les pauses, les breaths, les relax, la cohérence cardiaque. C'est pas Versailles, il faut éteindre la lumière. Donc, du coup, ben voilà, on doit faire des pauses. Des pauses dans la journée, des moments de relaxation, comme les 30 secondes ou la minute de musique que vous avez écouté tout à l'heure, qui vous a posé. Et après, on a des gros bordels. Tu as parlé de l'ultra-transformé. On n'a pas trop abordé les perturbateurs endocriniens. Mais bien sûr que c'est un vaste sujet. Notre environnement chimique vient faire que, bien sûr, la procréation est mise à mal, que les cancers qui sont hormonaux sensibles croît, et ainsi de suite. Et après, il y a là, j'ai voulu mettre les microbiotes, bien sûr, pardon, excusez-moi, prendre soin de son microbiote, on en a parlé un petit peu, parce qu'aujourd'hui, on ne parle pas d'organismes vivants, on parle, nous, de super-organismes. C'est-à-dire qu'on doit, aujourd'hui, de manière moderne, considérer notre corps et les microbiotes qui l'habitent. Et c'est cette communication qui a un impact sur l'immunité, sur l'endocrinologie, sur la neurotransmission. On l'a vu, le ventre, le deuxième cerveau. Bon, le ventre, c'est toujours le deuxième cerveau, c'est pas le premier, là, ça, c'est des idées... Donc, du coup, voilà, on va se retrouver avec cette problématique-là. La médecine moderne a quand même compris tout ça. Mais on est toujours un petit peu monomaniaque. On est avec un truc qui va jouer sur un truc. C'est normal. C'est quand même le principe de la thérapeutique. Ben là, on a des anticorps, comme je vous avais montré tout à l'heure, monoclonaux qu'on va utiliser dans les cancers, qu'on va utiliser dans les maladies auto-immunes. On a des peptides biomimétiques qui vont être actifs, donc c'est des peptides, c'est-à-dire des petits bouts d'acides aminés assemblés les uns aux autres, qui vont mimer quelque chose et qui vont pouvoir agir en étant, par exemple, intéressants dans le VIH, dans le sida, dans les douleurs chroniques, dans l'intestin, syndrome intestin court, ou dans le diabète. C'est la grande mode en ce moment, les petites piqûres dans le ventre qui font qu'on n'a pas faim et qu'on maigrit. Hein, ce qu'on appelle les agonistes GLP-1. GLP-1, c'est une hormone intestinale et on va mimer par ces peptides biomimétiques cette hormone-là et on maigrit. Moi, j'en donne beaucoup de ça. Parce que c'est une merveille. Sans effort, on a des résultats. Non, je plaisante. On a des thérapies cellulaires aujourd'hui. CART, vous avez peut-être de l'ingénierie cellulaire, on va modifier des cellules, des molécules qui vont avoir une action que l'on veut anti-cancer par exemple. Le CRISP, c'est les petits ciseaux moléculaires qui vont couper des gènes, c'est les thérapies géniques. Tout ça, c'est des connaissances et c'est par là qu'on va impacter sur notre système neuro-immuno-endocrinien, entre autres. Et puis après, je n'ai pas pu m'empêcher de mettre des choses toutes bêtes, comme la mélatonine, la vitamine D ou les biotiques, pré, pro, post, tout ce que vous voulez. Mais tout ça, peut-être, c'est aussi des choses qui peuvent nous permettre tout bêtement d'impacter sur cette musique-là. Avoir l'oreille musicale et savoir lire les partitions, c'est le rôle du thérapeute. Voilà. On devrait donner des cours de solfège et de musique à tous les médecins pour qu'ils deviennent meilleurs. Le solfège et les partitions, c'est ce que j'ai essayé de partager avec vous, c'est ces fonctions de l'organisme, de l'homéostasie de la vie, et revenir à un équilibre quand je suis dans une pathologie. Et ça, pour moi, c'est une vraie médecine personnalisée de précision. On le fait déjà avec, par exemple, les tests génétiques, on va essayer de préciser qui vous êtes, et globale et intégrative. Donc cette oncologie intégrative, moi j'aime bien l'élargir parce que dans ma pratique je ne fais pas que de l'oncologie, à la médecine dite intégrative, où on va prendre tout ce qu'on peut et la phytothérapie qui va venir après moi, enfin Vincent qui va venir après moi avec la phytothérapie plutôt, va être un exemple de ce que l'on peut faire grâce à quelque chose qui s'appelle les plantes, et notamment dans le cancer et en médecine en règle générale. Je vous remercie beaucoup dans toutes les langues. Je
suis heureux, vraiment heureux d'être présent aujourd'hui au colloque aux ressources, comme chaque année, parce que ça fait quelques années maintenant que je participe à ce colloque. Parce que, en premier lieu, ça me tient à cœur, tout simplement. C'est une cause et un autre regard sur le cancer pour lequel j'adhère complètement. C'est-à-dire que ce regard intégratif qui nous permet de poser différentes dimensions de l'être humain vis-à-vis de cette pathologie-là est pour moi fondamental. On ne peut pas prendre en charge si on n'a pas la dimension psychologique, la dimension du mode de vie dans une pathologie si complexe que le cancer, qui met tant de temps à se développer et qui est multicausal. Donc du coup, évidemment que je suis heureux de participer et d'amener un petit peu la compréhension, voire avancer vers une guérison et les choses heureuses de la vie.